Dans le débat de France 24, le G20 s'ouvre demain à Cannes. On devait y parler initialement de la relance de la croissance ou encore de la réforme du système monétaire et ce sera encore et toujours la crise grecque. Georges Papandréou, vous le savez, a créé la panique avec son annonce surprise lundi soir d'un référendum sur le plan de sauvetage de la Grèce. Il faut dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre grec met sans doute en danger toute la zone euro. Après la Grèce, l'Italie pourrait tomber. Autant vous dire que les États-Unis sont très inquiets, tout comme la Chine qui était prête à nous aider. L'est-elle encore aujourd'hui? L'Europe vaut-elle encore quelque chose? Je vous présente nos invités ce soir. Olivier Carré, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP du Loiret, vous êtes membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Pierre-Alain Muet, bonsoir. Vous êtes également membre de la Commission des finances. Vous êtes porte-parole du groupe PS sur le budget. Christian de Boissieu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Conseil d'analyse économique et avec nous Benjamin Coria, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à Paris 13, coordinateur du livre 20 ans d'aveuglement, l'Europe au bord du gouffre, avec le collectif Les économistes atterrés, aux éditions Les Liens qui libèrent. Avant de commencer ce débat, je vous propose tout de suite de partir à Cannes, où l'on retrouve notre envoyé spécial Gauthier Ribinski. Gauthier, bonsoir. Est-ce qu'on peut dire, Gauthier, que ce sommet va consacrer la décrépitude de l'Europe et la puissance de la Chine ? Écoutez, dans la mesure où l'Europe en est là où elle est, c'est-à-dire où elle n'arrive plus à se concerter, puisque la leçon peut-être à retenir de ce référendum grec, c'est bien peut-être pas tellement la question financière ou la question économique, encore qu'elles sont d'importance, mais simplement le fait que Georges Papandréou ait pris cette décision sans consulter ses partenaires européens, sans même consulter parfois ses partenaires locaux grecs, et que de ce point de vue-là, c'est un échec pour l'Europe politique énorme. Alors, de l'autre côté, il y a évidemment la Chine qui s'affirme, la Chine qui pensait arriver ici en mettant un peu les pieds sous la table, puisqu'elle pensait qu'elle pourrait contribuer à stabiliser ou à renforcer le Fonds européen de stabilité financière. Là, elle s'aperçoit que l'Europe est en mauvais état. Elle va peut-être y regarder à deux fois avant de revenir et de faire ses propositions. Encore que la Chine a parfois une mentalité, disons, de repreneur, si vous voyez ce que je veux dire. Elle est parfois intéressée par des reprises d'entreprises qui semblent en faillite ou en naufrage. Merci beaucoup Gauthier Ribinski. On va en parler dans un instant avec nos invités, savoir si on va se faire croquer par la Chine. Non, nous dit Olivier Carré. Mais avant cela, Christian de Boissieu, je voudrais que vous nous expliquiez cette toute dernière information. On l'a appris, selon le porte-parole du gouvernement grec. Eh bien, le référendum grec portera sur le plan d'aide à la Grèce. Il ne sera pas une question sur l'appartenance à la zone euro. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on peut penser que les Grecs vont voter massivement contre ce plan d'aide? Ça veut dire que M. Papandréou, s'il s'agit encore de lui, il prend un sacré risque. Parce que je pense que les Grecs auraient voté oui si on leur avait demandé est-ce que vous voulez rester dans la zone euro. Là, s'il s'agit d'accepter le plan du 26 octobre, je pense que la réponse est beaucoup plus incertaine, ou voire elle est certainement non. Et d'autre part, ce qui m'intéresse par rapport à ce débat, c'est pas uniquement la question, c'est la date. Parce que, je veux dire, on a déjà perdu beaucoup de temps pendant l'été pour des raisons légitimes, disons, de fonctionnement de nos démocraties, d'intervention des parlements. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Là, on en reprend pour 3 mois, possiblement, si ça se passe en janvier. Donc, il faudrait absolument, s'il y a un référendum, qui se passe en décembre, mais avec une question qui me paraît hautement aléatoire. Et je ne vois pas très bien quel est le jeu. Ou plutôt, je vois que M. Papandréou et ses collègues sont en train de jouer avec le feu, là. Olivier Carré, Gauthier Ribinski le disait, est-ce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'un échec de l'Europe politique, d'une responsabilité des Allemands qui ont traîné des pieds pour mettre de l'argent en pot, de la responsabilité aussi de Nicolas Sarkozy qui n'est peut-être pas arrivé suffisamment à convaincre ses partenaires allemands, responsabilité aujourd'hui des Grecs qui vont, de Papandréou qui prend donc la décision de faire ce référendum. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un échec de cette Europe politique, échec complet, une responsabilité partagée de tous les membres de la zone euro? Il y a sûrement des responsabilités partagées, mais en fait, dans ce que vous avez dit, il ne faut pas tout mélanger. Vous avez l'Allemagne et la France, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, qui essayent à tout prix de sauver la situation de la Grèce du naufrage financier dans laquelle elle cherche à se précipiter. Pour ça, ils pensaient que M. Papandréou avait un mandat pour pouvoir discuter de du différent plan. Le plan, il est adopté à l'unanimité, donc avec M. Papandréou. Et quand M. Papandréou retourne chez lui, il dit « Moi, finalement, le mandat, je ne suis pas sûr. Il faut que je redemande au peuple la confirmation. » Ce qui, en soi, n'est pas illégitime. La seule chose, c'est qu'il aurait peut-être pu le faire avant,
Ou alors à ce moment-là, ça veut dire qu'il cherche un plébiscite. Ça veut dire que quelque part, lui-même n'avait pas mandat pour discuter, et c'est ça l'information. Et à partir de là, la vraie logique, c'est pas un référendum, c'est une démission et des élections. C'est peut-être d'ailleurs ce qui va se produire dans les jours qui viennent. Pierre-Alain. C'est clairement un échec de l'Europe politique, mais je veux dire que la crise de la dette européenne, c'est un échec de l'Europe politique. C'est pas une crise de la dette, c'est une crise de la solidarité européenne. Quand on prend l'Europe dans son ensemble, elle n'est pas plus endettée que les États-Unis, moins que le Japon. Simplement, elle est morcelée en États qui ont mis en commun une monnaie, mais qui n'ont pas mis en commun les solidarités qui devaient aller avec. Dans cette affaire-là, on a aussi oublié les peuples. Je veux dire qu'on sait très bien que le processus intergouvernemental de création du fonds fait que, par exemple, les Allemands retournent devant leur Parlement chaque fois qu'une décision est prise. Donc que le Premier ministre grec, qui sait qu'il est amené à conduire une politique d'austérité qui risque de conduire son pays à une situation extrêmement difficile, qui n'est pas suivi par ses concitoyens, se pose la question d'interroger les citoyens, ça me paraît normal. Ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il se pose la question après que l'accord ait été, conclu. Il aura peut-être pu se poser la question au moment de la conclusion de l'accord. On peut dire cela, mais vous pouvez le dire de tous les pays qui, dans ce processus intergouvernemental, et je pense que c'est le cas de l'Allemagne, vont toujours faire ratifier par leur Parlement. Rappelons le temps qu'il a fallu pour ratifier les accords précédents. Donc on est là au cœur d'un problème qui est un problème de gouvernance européenne. La France l'a fait au mois d'août. Benjamin Correa, c'est la fin de l'Europe? Non, j'espère vivement que ce n'est pas la fin de l'Europe, mais pour revenir sur cette initiative de Papandréou, bon, bien sûr, il est de bon ton de faire haro sur Papandréou, et on comprend. Bon, maintenant, ça a été dit par mon collègue, l'Allemagne prend le temps de consulter son Parlement à chaque fois. L'Allemagne a mis, dès juin 2010, et l'Europe, 3 à 4 mois à se décider à déclarer que oui, l'Europe allait faire quelque chose pour la Grèce. Au départ, c'était la clause de no bail-out, que chacun se débrouille et que l'Allemagne aille au casse-pipe. Donc, chacun prend le temps qu'il peut au moment où il doit. Et il faut bien considérer que Papandréou, je ne pense pas qu'il ait pris cette décision de gaieté de cœur, encore que, vous voyez bien, je ne suis pas du tout en train de le défendre, mais il a affaire à une opinion publique, il a affaire à des manifestations tous les jours, et il se dit que de toute façon, ce plan ne va pas passer sous la forme sous laquelle il est imposé aujourd'hui. Donc on peut comprendre que la seule condition pour sauver l'Europe, c'est de réintroduire un peu de démocratie et de débat. Voilà. Le problème, je finis, le problème c'est que les marchés financiers imposent des temps qui sont tout à fait non compatibles avec celui de la démocratie et de la sortie de crise. Mais est-ce que alors peut-être que les marchés financiers vont peut-être trop vite, mais peut-être que les gouvernements, eux, vont trop lentement. Christian de Boissieu. Oui, d'accord. Bien sûr. Les marchés financiers vont trop vite. Et les politiques et les gouvernements, peut-être pas assez, parce qu'il y a un juste milieu. On l'a bien vu. Et donc, par rapport disons, aux exigences démocratiques, moi je suis totalement d'accord avec vous. Mais dans cette affaire allemande, il faut bien voir que si, en l'occurrence, le Bundestag a été consulté, c'est aussi parce que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, la Cour allemande, l'a exigé. Oui. Bon, alors nous, on est dans un contexte juridique qui est un peu différent, où le Parlement est plutôt consulté, j'allais dire après, que consulté avant. Il a été consulté avant sur le plan, puisqu'on a voté ensemble au mois d'août, c'était fin août, je crois, que le plan, puisque la France était le premier pays à ratifier les accords du 21 juillet. Donc de ce côté-là, les deux, il y a eu des débats. Alors après, c'est des débats. Ce que je voulais dire, mais il y a eu une consistance démocratique. Il est consulté après l'accord du 21 juillet. Là, Mme Merkel, elle doit demander l'accord du Bundestag pour engager l'Allemagne. Donc chaque pays a ses contraintes juridiques. Bon, on a besoin certainement d'une Europe plus démocratique. Vous parliez d'intergouvernemental. Il y a l'opinion publique, il y a les peuples, il y a l'intergouvernemental, et puis il y a un grand absent dans le débat, c'est le communautaire. Oui. Bon, et donc je pense qu'on paye aussi un peu le prix derrière cette crise de la faiblesse. Non, mais de la faiblesse de la Commission européenne. Excusez-moi de le dire. Je partage complètement ce que vient de dire Christian de Boissieu. Où est la Commission européenne? Son rôle, c'est de faire prévaloir l'intérêt européen. Mais on l'entend jamais, la Commission européenne. Non, on est revenu complètement en arrière. On est revenu dans un processus totalement intergouvernemental où en plus chaque pays fait ratifier par son Parlement des accords. On sait très bien que face à une crise comme ça,
il faut avancer dans la construction fédérale. Alors si on ne veut pas parler d'un grand mot, il faut avancer dans la décision politique européenne. Bien sûr que les peuples devraient être consultés dans cette avancée, mais il faut que l'Europe ait les moyens d'intervenir en tant que telle. On ne peut pas passer 3 mois chaque fois qu'il y a une crise pour agir. Il faut savoir construire des institutions, ou sinon des institutions, en tout cas des instruments qui sont communautaires. Et le grand absent, c'est la Commission. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Il faut aussi que ces instruments qui existent quand même soient crédibles. Parce qu'une des difficultés quand même, c'est d'avoir laissé passer justement... ici, il y a des grands économistes, d'avoir laissé passer un certain nombre d'analyses de statistiques sur des pays, d'avoir avalisé des aides structurelles qui étaient conditionnées, mais jamais avoir relevé et jamais avoir été dans un sens intelligent sur l'analyse des conditions. Enfin bref, il y a eu aussi, un des problèmes aussi, c'est quand même... C'est vrai que c'est facile de parler d'échec de la technostructure parce que ça fait un peu, c'est un peu lancé. Mais enfin, il y a quand même de la part des gouvernements qui sont ceux qui finalement tiennent au final les cordons de la bourse parce que c'est chacun d'entre nous qui tenons les cordons de la bourse. Et donc, et à travers nous, c'est les gouvernements. Et on voit bien que quelque part, il y a eu un quiproquo pendant longtemps entre les missions qu'ils conféraient aux différentes institutions communautaires, et puis le rendu, la qualité du travail au final. Donc on se retrouve aujourd'hui à devoir payer les pots cassés, et qui est-ce qui les paye? Par effet de subsidiarité inverse, c'est les différentes nations. Il y a aussi eu un quiproquo, si je puis dire, enfin peut-être le quiproquo n'est peut-être pas le terme exact, mais en tout cas le couple franco-allemand n'a pas marché au même rythme. Angela Merkel a beaucoup traîné des pieds. Est-ce que la France finalement n'est pas trop dépendante là aussi de l'Allemagne? Tous les pays sont interdépendants. Juste un mot quand même là-dessus. Oui, mais enfin, peut-être des pays interdépendants, mais qui n'ont peut-être pas le même... On dit l'Allemagne a beaucoup traîné, et c'est vrai que l'Allemagne a traîné, puisque au départ, elle était sur une position qui était le no bail-out, donc chacun se débrouille tout seul dans son coin. Bien. Ensuite, quand l'Allemagne a décidé de prendre les choses en main, l'Allemagne a été la première à dire il faut faire prendre sa part aussi aux investisseurs institutionnels et aux banques, et c'est la France qui ne voulait pas appuyer derrière Trichet. Et donc, le retard à la solution qui finalement s'est imposé, à savoir 50% de provisionnement, l'Allemagne demande ça depuis de nombreux mois. Donc, je veux dire, moi, je ne veux pas tout faire porter le chapeau à l'Allemagne. On aurait fait ça, hein, un haircut, hein, on dit techniquement, hein, donc un défaut partiel. Il y a 6 ou 7 ou 8 mois à l'époque où l'Allemagne le demandait. Personne. Vous ne voulez pas en entendre parler au départ, non, c'est Trichet qui ne voulait pas en entendre parler, et l'Allemagne et la France qui emboîtaient le pas. Au départ, et je l'ai bien vu à partir du mois d'août, les banques françaises étaient parties de l'idée de déprécier leurs créances sur la Grèce à 21%. Alors que d'autres institutions bancaires ou financières en Europe allaient vers des taux de provisionnement de 40 ou 50%. Il a donc fallu l'accord de la semaine dernière, et un accord difficile, 4h30 du matin, aussi à cause du débat avec les banques. Certaines banques ont résisté. Non, mais je veux dire par là que de ce côté-là, il y a eu une sorte de cacophonie au niveau européen sur l'approche du même sujet, qui était de savoir comment on déprécie les mêmes créances sur la Grèce. Bon, et donc ça, je veux dire, sous cet angle-là, je suis d'accord, l'Allemagne a été lente à l'allumage. Une fois qu'elle a été là, moi, j'ai trouvé qu'elle était plutôt pragmatique. Alors certes, l'Allemagne a refusé de brancher le Fonds européen de stabilité financière sur la Banque centrale européenne, ce qui aurait, entre nous, ce qui aurait peut-être, j'en sais rien, posé des problèmes juridiques à la Cour de Karlsruhe. J'en sais rien, je ne suis pas à la Cour de Karlsruhe, mais je dis... Clairement, il y avait un sujet allemand, c'était une proposition française et d'un certain nombre d'économistes, de nos collègues qui disaient si on veut impressionner les marchés financiers, si on veut lutter contre la spéculation et les effets de contagion, il faut un effet de masse. Absolument. Donc il faut aller bien au-delà des 440 milliards. On a injecté par petites touches, au lieu d'injecter massivement. Est-ce que c'est pas là le problème? Il fallait... Ce fonds est doté de 450 et maintenant, il est augmenté. Il parle de 1000 milliards. Mais il fallait, mais c'était très simple. Il fallait transformer ce fonds en banque, en tout cas, que ce fonds puisse s'emprunter sur les marchés à des taux d'intérêt très bas et prêter aux pays en difficulté. On sait très bien qu'à partir du moment où se pose la question grecque, avec la dépréciation de 50% de la valeur de la dette, enfin de la dette détenue par le privé,
il y a un risque énorme de contagion. Aborder cette situation sans s'être doté d'un fonds qui avait les moyens de répondre à une crise, parce qu'il est à peu près à la hauteur pour répondre à la crise grecque. Il n'est pas du tout à la hauteur pour répondre à un choc, un défaut qui se produirait sur l'Italie ou d'autres. Donc il fallait aller plus loin, et à mon avis, il y a 2 erreurs majeures qui ont été faites par l'Europe. On n'a pas compris qu'il fallait construire un mécanisme de solidarité de la dette qui existe dans tous les pays. Les eurobonds Les eurobonds, par exemple, la mutualisation de la dette, en tout cas faire en sorte que ce fonds puisse le faire. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre. Et ma deuxième remarque, parce qu'on ne l'a pas évoqué, c'est de s'être enfoncé dans un processus de politique d'austérité généralisée partout. Ce qui s'est passé en Grèce, les politiques d'austérité qui ont été pratiquement imposées à la Grèce sont telles que la Grèce a cassé sa croissance, cassé ses recettes et se retrouve avec une réduction du déficit extrêmement modeste. On parle au G20 de coordination des politiques économiques pour soutenir la croissance. L'Europe a fait le contraire, en grande partie parce que l'Allemagne a voulu une sorte de punition à l'égard de la Grèce. Ça n'est pas comme ça qu'on résout un problème de cette Olivier Carré, dimension. c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes avec des plans d'austérité? Non. Il faut d'ailleurs peut-être que la France en tire la leçon d'ailleurs. Avec quelques nuances. Mais ceci étant dit, il y a d'autres pays pour lesquels il y a eu ce passage sur de l'austérité et qui aujourd'hui ont renoué avec la croissance. Je tiens juste à le rappeler, il y a vraiment une spécificité de la Grèce. L'Irlande se tire mieux, elle est en train de rebondir, alors qu'elle était dans une situation difficile. Elle a besoin et par ailleurs, 3 milliards supplémentaires dès aujourd'hui. Mais c'est pas dès aujourd'hui. C'est parce que vous apportez la preuve de ce qu'a dit Pierre-Alain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fonds, le fameux FESF, il peut emprunter pour reprêter après aux différents États. Alors, dans des proportions qui sont limitées, et pour un certain nombre de pays qui sont limités et jugés comme étant en difficulté. On a beaucoup parlé du passé. Je pense qu'il y a quand même des leçons qui ont été tirées, et des positions qui ont mis du temps à converger. Je pense que c'est surtout ça le truc. C'est que, aussi bien les positions françaises qu'allemandes ont dû, à un moment donné, se rapprocher, parce que ça reste le bloc fondateur et fondamental de l'économie européenne. Et par contre, c'est pas assis sur les mêmes principes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de convergence, et l'intérêt de l'autre soir, c'était quand même d'avoir créé, peut-être pas le mur de liquidité, les Français le souhaitaient, ça n'a pas été accepté. Mais 1000 milliards, ça permet quand même de répondre aux émissions qui vont venir. C'est surtout les émissions qui vont venir qui sont importantes. Mais on parle de 1000 milliards, Olivier Carré. Est-ce qu'on les a déjà, ces 1000 milliards? Non, on les a pas. Vous avez un mécanisme. Qui va nous donner l'argent, là? Il y a un mécanisme de levier qui permet d'augmenter, puis on attend éventuellement des fonds qui viennent de la Chine ou d'ailleurs. Voilà, de la Chine. On va en parler de la Chine. Ça, c'est un débat. Non, mais je n'ai pas dit qu'on les avait. Je voudrais dire un mot sur le plus tard de tout à l'heure, sur lequel on n'était pas d'accord. Moi, je ne suis pas contre les eurobonds. Je suis même plutôt pour, à condition que ça soit une mutualisation partielle de la dette, pour que chaque pays reste quand même responsable d'une partie de sa dette. Je dis simplement, et je ne suis pas un obsédé de Karlsruhe, quand on regarde la décision de l'autre jour, on a le sentiment que la Cour constitutionnelle allemande pourrait poser un problème sur les eurobonds. Voilà ce que je veux dire. Et je termine en disant que par rapport au problème, rigueur et croissance, moi ça fait longtemps que je dis qu'il faut marcher sur les deux jambes. C'est-à-dire qu'il faut à la fois réduire les déficits et les dettes publiques dans un tempo à définir, et celui de la Grèce ne doit pas être le même que nous. Il faut laisser plus de temps sans doute à la Grèce pour qu'elle revienne dans les clous. Mais en même temps, il faut des initiatives de croissance. Oui. Je veux dire au niveau français, au niveau européen. Pas financées par les budgets, pas financées par les politiques monétaires qui ont déjà tout donné, financées par une mobilisation plus intelligente de l'épargne disponible qui vient s'investir dans l'innovation, la recherche et le développement, les PME, l'éducation. Voilà ce que je dis depuis. Je dis depuis 2 ans, et je prêche un peu dans le désert, je dois dire là-dessus. Voilà, on va faire une petite pause. Ce fonds de stabilité financière, Fonds européen de stabilité financière, devrait être doté donc de 1000 milliards. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est sa capacité d'agir. Il va falloir trouver de l'argent. Non, elle y est. La capacité d'agir. En tout cas, on espère peut-être que la Chine va participer à ce FESF. On en parlera dans la deuxième partie du débat avec cette question. Allons-nous nous faire croquer par la Chine? C'est la deuxième partie du débat avec cette toute dernière information. Pour vous dire, c'est Jean-Claude Juncker, donc le président de l'Eurogroupe, qui l'annonce ce soir. Il n'est pas question que la Grèce se dissocie de la décision des 17 de la zone euro. Voilà, très sévère Jean-Claude Juncker. On ne sait pas s'il sera suivi par les Grecs. Il est très gentil, mais il n'est pas encore gouverneur de la Grèce. Pas encore. On fait une pause. À tout de suite. Sans doute, mais... Retrouvez tout France 24 sur france24.com. 24 heures sur 24, où que vous soyez, connectez-vous sur notre site internet, tout en images. En français, en anglais, en arabe, c'est sur france24.com.